Je ne sais pas quel âge j'avais lorsque j'ai lu Rousseau. Je pense ne l'avoir jamais lu en fait. Parce qu'à l'école, on nous faisait lire des livres où la première page décrivait la porte d'une maison. La deuxième page décrivait les 3 marches qui conduisaient à la porte de la maison. La troisième page décrivait la fenêtre. Moi, je dormais déjà depuis longtemps. Non, je pense à Victor Hugo, mais Zola, etc. Alors, j'ai toujours lu mes livres en ouvrant un peu au milieu, un peu au début, un peu à la fin. Ou avant Internet, je demandais à mes camarades éventuellement, mais je me donnais beaucoup de peine à essayer de lire, mais je m'endormais. Mais un Zola de 600 pages, mais 3 shorts suffisent. Mais la même chose pour Victor Hugo. Mais alors, ne me demandez pas si les écrivains sont de gauche, de droite, s'ils étaient catholiques contre le catholicisme. Je ne sais pas classer la littérature selon les normes, je ne sais pas. Parce que ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai eu une prof que j'ai écoutée quand j'avais 15 ans et demi, je pense, euh, qui nous a un peu expliqué, je me rappelle de cette leçon-là de français, que les écrivains, ils étaient pour la plupart homosexuels, drogués, ils avaient un problème scolaire ou un problème dans leur famille, ils avaient été rejetés, non acceptés de la société. Et ils écrivaient pour... Voilà. Alors, je me rappelle très bien, c'était Les Fleurs du Mal, comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom, mais il a écrit un poème, L'Albatros. Et l'Albatros ne sait pas marcher. Il sait seulement voler. Et lorsqu'il marche sur le pont du navire, les hommes se moquent de lui. Et cette professeure nous disait, mais c'est Baudelaire, voilà. Il parle de lui-même, que le poète est rejeté. Alors, j'avais compris ce que la prof voulait nous faire dire, mais alors je préférais lire Jacques Prévert. Pour moi, c'était beaucoup plus abordable, facile. Il y avait une idée, c'était très court. Mais pour revenir à Rousseau, j'ai découvert un jour qu'il n'avait pas élevé ses enfants. Donc j'ai fermé définitivement Rousseau. Pour moi, c'était pas possible de dire aux autres, vous devriez faire, sans avoir été là minute par minute pour ses propres enfants. Alors, l'éducation des enfants, si on est là, mais si on fait juste à chaque fois, on prend le temps. On prend le temps des imprévus. Tous les jours, il y a 1 heure où on ne fait rien. C'est pour les imprévus. Si l'enfant se blesse, si l'enfant tape sur son frère ou sa sœur, si l'enfant pleure, si l'enfant boude, on a 1 heure chaque jour pour que l'enfant soit trouvé comment rendre heureux l'enfant, débloquer la situation. Parce qu'on a fait ce travail-là. Nos enfants sont heureux 24 heures sur 24, moins quelques minutes. Et après, ça nous prend quelques minutes de lire, etc. Mais lorsqu'ils vont à l'école, il y a une écoute à la maison parce qu'ils reviennent. Tel et tel m'a tiré les cheveux. Qu'est-ce qu'on en fait? Tel et tel a dit qu'il était noir, et puis l'autre blanc, puis l'autre avait les yeux chinois, etc. Comment on répond à ça? Tel et tel avait un téléphone portable, il regardait Internet. Comment on répond à nos enfants? Alors, toute cette situation, si on répond juste, c'est là que la société commence. Alors, Rousseau, mais c'est facile de dire, de faire une théorie, vous devriez faire.
Alors, Dieu, il nous confie un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants et si on donne le meilleur pour un, 2, 3, c'est d'abord le cercle. Le premier cercle, j'entends les proches, puis après on peut éventuellement s'occuper d'autres. Mais l'enfant pour qui on a été là, lorsqu'il a 8 ans, il revient de l'école, voilà, j'ai eu ça, 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 tel et tel parlait de changer de sexe, d'homosexualité. Donc, on peut directement en discuter. L'enfant avec lequel on n'a pas on n'a pas suivi, on n'était pas là, on était absent, on n'était pas à son écoute, à qui il va le dire? Avec qui il va parler si à 4 ans, son professeur, hem, l'a puni? Mais alors il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école où ils le donnent à garder avant qu'ils sachent parler. L'enfant n'arrive pas à redire à la maman ce qui s'est passé. Le Canada, le Québec vient de vivre un traumatisme. Il y a eu un camion qui a délibérément foncé dans une crèche et il y a eu des enfants touchés par ce camion ou par le mur de l'école qui s'est effondré et cetera et tous ces petits enfants sont sortis de la crèche, en ayant vu leurs petits camarades et cetera et la télévision présentait une psy qui est une psy professeure en psychologie au Québec et la télévision demandait en 2-3 mots sur la personne qui conduisait le camion, pourquoi foncer dans une crèche? Et puis après, que dire aux enfants? Mais cette psy a dit: «Mettre des mots». Mais le petit qui a 1 année et demie, comment il met des mots? Alors, cette psy n'a jamais utilisé le terme consolation. Mais un enfant, lorsqu'il a vécu un traumatisme, parce que c'était un traumatisme, même pour l'enfant qui n'était pas blessé, le consoler, le bercer, le consoler, même s'il a 8 ans, le consoler, le consoler, le consoler. Mais ça, je le sais parce que j'ai élevé un premier enfant. Et il y a énormément de choses que j'ai apprises en élevant un enfant. Mais on apprend les émotions quand il a 3 mois, il pleure, il ne peut pas dire: «J'ai faim, j'ai froid, j'ai mal au pied gauche». Donc une maman, pourquoi il pleura à 3 mois? Heu, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce que comment on fait qu'il arrête de pleurer? Comment on le rend heureux? Comment on fait qu'il ne pleure jamais? Mais pas parce qu'il refoule ses larmes. Alors, une fois qu'on a un petit peu appris dans notre propre famille, qu'on a élevé des bébés, des petits-enfants, des ados, des jeunes adultes, qu'on a écouté des adultes, des vieillards et cetera, on commence éventuellement de pouvoir donner un conseil à quelqu'un. Alors, vouloir imaginer une société où le contrat social de Rousseau, c'est tout est formidable parce que de la société, je ne sais pas quoi. Alors, c'est Genève, le post-calviniste, donc le protestantisme après Calvin. Bon, Calvin n'était pas chrétien, Luther était chrétien, mais pas Calvin. Alors, il y avait des centaines de Luther du temps de Luther. Il y avait Luther, maintenant son nom, Luther, 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 tout le monde en parle. Alors en bien comme en mal.
Alors on y fait dire ce qu'il a jamais dit, à la limite, je ne suis pas sûre que tous les écrits qui s'appellent de Luther sont de Luther. Parce que si on en a lu une partie, certains ne correspondent pas du tout. On ne peut pas écrire le lundi blanc et le mercredi rouge, ou 6 ans après, voilà. Alors, Calvin n'était pas du tout chrétien. Et ça se lit. Ça se lit, c'est comme un bon oncle, la bonne affaire. Je ne sais plus. En le 39-45, protestant, on dit qu'il était chrétien. Mais si vous recherchez de leur biographie, je priais, Dieu m'a envoyé là-bas. Dans la prière, je cherchais la direction de Dieu. Vous trouvez ça chez Luther et chez de multiples chrétiens de l'époque de Luther. Vous ne trouvez jamais un mot de ce sens-là de Bonhoeffer ou de Calvin. Alors, Calvin instaure l'église de Genève, forcément sans Dieu, même si ça s'appelle une théocratie. Donc, il ne fallait pas s'attendre en 1800, 300 ans après le début, un peu moins, que Genève ait à cœur Dieu. Et lorsque Genève se réveille en 1810-1815, non pas à cause des Écossais, de je ne sais pas qui, à cause de Dieu. Parce que les gens cherchaient Dieu. Et Dieu, lui, donne des cœurs de chrétiens aux personnes, et que la personne soit née dans un milieu politique de gauche, de droite, communiste, royaliste, anarchiste, etc., elle fait des bonnes choses dans le milieu dans lequel elle vit, elle habite. Mais avec une politique la meilleure possible. Une personne peut corrompre cette politique, même s'il y a 36 lois, même si elle a été élevée dans une famille comme ci, comme ça, etc. Il y a un jour, elle se dit, moi, je vais tricher. Je vais dire que ma voiture a été accidentée parce que je veux une nouvelle voiture. Alors, c'est un exemple. Mais ça peut se faire qu'on soit politiquement à gauche, à droite, au centre, anarchiste, royaliste, communiste, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il est un loup pour l'homme. Il s'autodétruit. Et c'est de n'importe quelle sorte de politique, de gouvernance, soit l'être humain s'autodétruit ou détruit au niveau mondial s'autodétruit. Il détruit les uns ou alors il essaye de se dire, moi je conserve, il y en a, hein, j'ai telle parcelle, donc tel kilomètre, telle région, il faut pas trop d'êtres humains pour qu'ils puissent tous manger, etc. Ou ne gardons que les êtres humains en santé, forts, beaux, selon mes critères. Et puis alors il y a les chrétiens qui sont le sel de la terre, qui conservent la race humaine et qui ont intrinsèquement l'idée de la pérennité de chacun et de tous, du plus petit, du plus faible, tout en comment est-ce qu'il faut vous dire?
Le but, c'est pas de rendre tout le monde faible. Comme le communiste, tout le monde est pauvre. Donner de la place aux faibles, ça veut pas dire prendre. Mais bon, est-ce que vraiment, à un moment donné, il y a un proverbe qui dit que le riche, de toute façon, il peut manger un steak par jour, conduire une voiture à la fois, dormir dans un lit à la fois. Ou voyager dans un unique jet, ou être sur un seul yacht à la fois.